Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce webinaire. Je suis Julie Rattel, responsable de la communication du cabinet Sextant, cabinet qui conseille les élus du CSE et les négociateurs et les négociatrices syndicales. Bienvenue à bord de ce webinaire consacré au sujet de la semaine de ou en 4 jours. Quels enjeux et quels risques? Nos deux intervenantes de ce matin, vous en voyez 3, mais elles sont 2 au début et Léa viendra compléter un peu à la fin. Nos deux intervenantes de ce matin sont avec nous. Je vous présente tout d'abord Karen Venet, juriste et consultante ressources humaines au sein de la filière sociale RH du cabinet. Et je vous présente également Delphine Vegas, responsable d'une des 2 filières sociales chez nous également et qui est spécialiste des questions relatives au temps de travail. Nous vous proposons de dérouler ce webinaire qui durera environ 35 minutes d'un bloc et de prendre les questions et les échanges à la fin de cette présentation si cela vous va. Pour info, le support évidemment vous sera envoyé dès cet après-midi, ne vous inquiétez pas, on vous le redira tranquillement dans le chat et il sera aussi accompagné d'un petit résumé quand même de cette présentation aussi en 4 pages. Pendant ce webinaire, vous pourrez donc répondre aussi, vous pourrez poser vos questions dans le chat. Et également, il y aura un sondage en live qui vous sera posé. Il y aura 4 questions, me semble-t-il, auxquelles vous pourrez répondre en live et qu'on pourra commenter à la fin du webinaire. Nous sommes également ce matin accompagnés de Léa Jamy, qui est consultante RH et qui se fera modératrice tout au long du webinaire, à la fois dans le chat et qui pourra remonter toutes vos questions à la fin, à la fois Delphine et à Karen pour y répondre. Eh bien, je vous laisse entre les mains de Karen et Delphine. Bon webinaire et je vous retrouve à la fin. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous voyez et que le support qui va servir de base pour notre intervention. Donc, bonjour à tous. Nous sommes ravis donc de vous faire ce webinaire, de faire un point sur un sujet qui est revenu sur le devant de la scène ces derniers temps. C'est la semaine de 4 jours. Alors, on verra qu'il s'agit de la semaine de 4 jours ou en 4 jours. C'est un peu l'objet aussi des débats qui probablement suivront notre présentation. Donc, juste une rapide présentation du cabinet. Sextant Expertise compte 90 salariés, dont 80 experts qui ont des profils très variés. Et parmi ces experts, donc des experts en économique et financier, donc experts comptables, avec 35 spécialistes des aspects RH et sociaux, sur toutes les problématiques de la rémunération, de l'emploi, de la formation, de la GPP et du temps de travail également. Sachant que Sextant, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, est un cabinet indépendant, un cabinet d'expertise qui intervient essentiellement pour les représentants des salariés, les CSE, et qui est habilité également CSE, SSCT, pour accompagner les instances de représentation des salariés en cas de risque grave ou de projet important. Voilà, donc nous avons l'habilitation et nous assurons aussi des formations aux élus. Voilà. Donc je vous propose de passer dans le vif du sujet, mais avant d'enclencher des questions, une présentation sur le volet plus méthodologique sur la semaine en 4 jours. Quelques éléments de cadrage sont nécessaires selon nous. Et là, vous avez sur cette présentation un peu l'évolution de la durée du travail dans le temps et dans l'histoire. Donc, depuis 1900 notamment. Donc là, je ne vous ferai pas une présentation de l'évolution de la durée du travail depuis le début du XXe siècle. Mais si vous permettez, je vous propose qu'on s'arrête sur la période, le début des années 90, parce que c'est qui vient après une période de réduction de la durée du travail régulière, hein, en lien avec à la fois l'avènement de l'industrialisation, avec l'avènement également de la période après-guerre et la création des congés payés. Donc,
on assistait à une réduction de la durée hebdomadaire du travail depuis 1900. Quoi qu'il en soit, au début des années 90, on est dans une période qui fait suite au choc pétrolier des années 70, avec également une forte augmentation du chômage et avec des problématiques d'emploi qui amènent les gouvernements, l'État, les partenaires sociaux à réfléchir à comment développer l'emploi. Et une des modalités qui est mise en avant, c'est la réduction du temps de travail, dans une logique un peu de partage du travail, c'est-à-dire réduire le temps de travail pour créer des emplois. C'est un peu les débats qui prévalent au début des années 90. Et c'est là que Pierre Laroutureux, en l'occurrence, qui est un ingénieur et qui a sorti un livre à ce moment-là notamment, et qui a promu la semaine de 4 jours, donc le passage aux 32 heures, puisqu'on était à 39 heures à l'époque, à 8 heures par jour, donc prône la semaine, les 32 heures, et en particulier en 4 jours. Donc, et c'est là que la semaine de 4 jours vient dans le débat public. Sachant que ce débat débouche et ces discussions débouchent sur une première loi qui est la loi d'Europien de 1996 et qui permet aux entreprises par la négociation collective, via la négociation, de mettre en place les 32 heures, alors en 4 jours, avec en contrepartie des allègements de cotisations sociales, moyennant la création d'emplois. Voilà, donc on réduit le temps de travail à 32 heures. Le temps libéré permet de recruter des salariés et l'entreprise bénéficie d'allègements de charges. Ça, c'est le principe qui a prévalu également aux lois qui ont suivi, aux lois Aubry, la première étant la loi Aubry 1 qui est arrivée en 1998 et qui a instauré les 35 heures qui sont la nouvelle référence hebdomadaire et qui ont dû être négociées dans les entreprises selon le même principe. On réduit le temps de travail, on crée des emplois et l'entreprise bénéficie de cotisations sociales. Tout ceci étant possible, on va dire, dans un contexte de gains continus ces dernières années, de gains de productivité qui permettent en partie de financer ces aménagements du temps de travail, ces réductions du temps de travail. Donc la semaine de 4 jours, elle intervient dans une logique au départ de réduction du temps de travail et de création d'emplois. Depuis le début des années 2000, la législation s'est plutôt focalisée sur la recherche d'assouplissement en matière de temps de travail et en proposant notamment, en lien avec les 35 heures, donc à détricoter un peu, en quelque sorte, les 35 heures en offrant des possibilités d'aménagement du temps de travail plus large, sur plusieurs semaines, avec la modulation également. Donc bref, depuis, en tout cas, début des années 2000, on est dans une logique de recherche plutôt de flexibilité en matière de temps de travail. Donc, depuis la semaine de 4 jours, on n'en parlait plus trop, mais ça revient sur le devant de la scène. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une période qui, notamment, a été fortement, qui a marqué, c'est la période du Covid, et qui a généré de nouvelles attentes aussi, de nouvelles aspirations des salariés dans la société pour plus d'autonomie et de la part des entreprises en parallèle d'une recherche de plus grande flexibilité. Donc ces deux éléments conduisent un peu à l'émergence de ce débat sur la semaine de 4 jours. Quoi qu'il en soit, quand je parlais de changement, d'évolution des attentes des salariés, elle se manifeste, cette évolution, à travers les sondages et les études qui ont été conduites ces dernières années, en particulier comme là on le voit sur la présentation, on voit que en matière d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, les priorités principales des salariés ont quelque peu évolué. On voit qu'il y a une étude qui montre que si en 2008, 62% des salariés préféraient gagner plus d'argent au détriment du temps libre, on voit que
En 2023, ça a basculé, 61% des salariés disent préférer gagner moins d'argent mais avoir plus de temps libre. Ça, c'est une des études qu'on a pointées là. On voit aussi que les jeunes familles aspirent à plus de souplesse et moins de pression générée par les engagements professionnels. Ça, c'est un avis issu un élément issu des travaux du CESE de janvier 2022. On a interrogé aussi les salariés sur la semaine de 4 jours et on voit qu'il y a une étude de 2023 de l'ADP Research Institute montre que 37% des salariés préféreraient travailler 4 jours par semaine en conservant le même salaire mais avec des journées plus longues. 47% des répondants également dans une étude disent souhaiter travailler une semaine de 4 jours, même avec des horaires en 4 jours pour le même salaire. Donc, le fait qu'il y ait 47% des salariés qui soient plutôt favorables à une semaine de 4 jours semble évident en soi. Mais ce qu'il faut noter, c'est que cette proportion est en nette augmentation de plus 4 points en un an. Donc, en tout cas, un contexte où le rapport au travail a évolué, où il y a un désir de flexibilité et d'autonomie des salariés, de travailler moins. Et la semaine de 4 jours étant vue comme une possibilité d'accéder ou de répondre à ces aspirations. Même si faut pas être dupe non plus, cette aspiration, elle est liée aussi au fait qu'il y a eu ces dernières années, depuis les années 2000, une intensification du travail et une dégradation globale des conditions de travail qui fait que le travail aussi est perçu plus pénible que précédemment. Il y a aussi, du côté des entreprises, une opportunité qui est vue à travers la semaine de 4 jours, qui est celle d'innover en matière d'aménagement du temps de travail et d'être plus attractif aussi sur le marché de l'emploi, où là, il y a des tensions en matière de recrutement et où donc la semaine de 4 jours peut être une modalité organisationnelle qui permet d'attirer de nouveaux candidats dans l'entreprise et de répondre aussi aux aspirations des salariés, mais aussi d'être plus attractif. Donc, globalement, en tout cas, on voit bien qu'il y a un débat qui doit s'instaurer entre les salariés et l'entreprise et avec l'employeur pour trouver quelle est la bonne organisation, l'organisation idoine qui permettrait d'associer performance, attente de l'entreprise et qualité de vie au travail, qui est une aspiration forte des salariés. Alors, la semaine de 4 jours a donné lieu à des expérimentations, en tout cas plus que des expérimentations. Certaines entreprises se sont lancées dans le dispositif, certaines depuis la loi Eurobien, et ces dernières, dans la période récente, des entreprises ont notamment communiqué justement sur la mise en place de la semaine de 4 jours dans l'entreprise. Donc là, on raisonne semaine de 4 jours en général, et ce qui ressort en tout cas des retours d'expérience sur le sujet, ce qu'on peut noter, c'est que au niveau des salariés, les aspects, ce qui ressort, c'est dans les aspects positifs, un meilleur équilibre entre vie pro et vie personnelle, avec plus de temps pour soi, que c'est également la semaine de 4 jours une alternative au télétravail, qu'il y a une réduction grâce au télétravail de coûts générés par le travail, notamment par la vie familiale qui est la garde d'enfants. C'est aussi une réduction de coûts en matière de transport pour les salariés, puisqu'ils ont moins d'aller-retour domicile-travail à effectuer. Il y a aussi un sentiment en tout cas, une amélioration de la santé physique et mentale des salariés, un accroissement de la motivation, qui est un peu lié aussi, et ce n'est pas négligeable en ce moment, c'est aussi une réduction donc, de l'empreinte carbone en réduisant justement les trajets domicile-travail. Donc, tout ceci, c'est les aspects positifs pointés par les salariés. Pour autant, il faut faire attention, parce qu'il y a des aspects, des points de vigilance qui émergent et qui sont évoqués. C'est le sentiment d'iniquité dans les équipes. Certains salariés, entre ceux qui peuvent bénéficier du jour
d'absence, entre guillemets, ceux qui ne le peuvent pas, ou en matière d'organisation du travail, puisque la semaine de 4 jours nécessite de réorganiser les équipes. Il y a l'impact sur le collectif de travail, on se voit moins souvent, c'est plus compliqué de se réunir, donc ça crée ça a un effet sur la vie collective, du collectif de travail. Il y a le renforcement de l'isolement en cas de cumul avec le télétravail. Donc, on voit que là, il y a une question d'articulation entre semaine de 4 jours et télétravail qui se pose. Et puis, il y a la difficulté dans l'organisation personnelle, puisque on verra que dans certaines modalités de la semaine de 4 jours, eh bien, si on est en 4 jours, c'est-à-dire qu'on ne réduit pas le temps de travail, eh bien, il faut s'organiser, c'est un peu plus compliqué. Et puis, dans son travail également, ça peut être plus compliqué d'être que sur 4 jours. Du côté employeur, alors, les éléments positifs qui émergent, ce sont premièrement le bien-être des salariés, l'attractivité, la fidélisation du collectif de travail. Il y a, selon l'employeur, et c'est là qu'il y a la réduction du sentiment d'iniquité, par exemple, entre ceux qui peuvent être en télétravail et ceux qui ne le peuvent pas. Il y a les éventuelles réductions des coûts fixes en fonction de l'organisation retenue. Donc, on cherche à réduire les temps inutiles. Donc, ça, c'est les éléments pointés par l'employeur, positifs. Il y a la réduction de l'absentéisme et des RPS. Il y a le gain de productivité, l'amélioration de la rentabilité, les salariés étant plus meilleure forme et plus motivés. Et puis, il y a l'impact positif sur l'environnement, les locaux, l'électricité. Voilà, l'entreprise est moins mobilisée en matière de consommation énergétique, notamment, en matière de transport, et du coup, ça a un impact positif en matière d'environnement. Les points négatifs pointés, alors là, c'est la fragilisation en matière de continuité de l'activité, dans la gestion des ressources, dans l'organisation, de la planification, en lien avec les attentes clients. Donc ça, c'est plus compliqué à organiser. Il y a des changements organisationnels complexes avec qui viennent impacter les résistants au changement, les résistances au changement. Il y a les risques de déstabilisation du management qui doit composer avec un collectif qui n'est pas forcément là de manière permanente et puis de manière moins simple, on va dire ça comme ça. Et puis, il y a les investissements technologiques qu'il faut mettre en place pour assurer la continuité de l'activité, la transmission des informations et les communications interpersonnelles en particulier. Donc, on voit qu'il y a des risques, on a pointé les risques, mais ce qu'il faut noter quand même, c'est que les risques, ils sont relativement différents, bien évidemment, sur la santé des salariés en particulier, selon le type de semaine de 4 jours dont on parle. Parce qu'il y a forcément quand on parle de semaine de 4 jours, il faut faire attention. Est-ce que l'on parle d'une semaine de 4 jours qui s'accompagne, le passage d'une semaine de 4 jours, qui s'accompagne d'une réduction du temps de travail, c'est-à-dire on ne change pas la durée journalière de travail, mais on travaille que sur 4 jours dans la semaine. Et dans ces cas-là, se pose la question de l'impact sur le salaire, on verra dans les discussions. Mais du coup, là, on est une semaine de 4 jours avec réduction du temps de travail. Ou est-ce qu'on est dans une semaine en 4 jours, c'est-à-dire qu'on travaille sur 4 jours sans réduction du temps de travail, c'est-à-dire que cela conduit à une augmentation de la durée journalière du travail. On fait le même travail, la même durée de travail, mais en 4 jours. Et là, la logique, ce n'est pas une réduction du temps de travail, c'est un aménagement du temps de travail. Donc, dans la semaine de 4 jours, on réduit le temps de travail. Les principaux risques sur la santé des salariés qui sont identifiés, c'est le risque de débordement dans la sphère privée, c'est éventuellement la baisse de salaire et c'est le risque de surcharge de travail lié à l'optimisation des temps ou l'absence de recrutement, ce qui peut générer un stress accru, puisqu'on travaille que sur 4 jours, on réduit le temps de travail. S'il faut produire en 4 jours ce qu'on produisait en 5 jours, forcément, ça peut créer une surcharge de travail. Si on parle de la semaine en 4 jours, sans réduction du temps de travail,
Donc là, le risque, c'est qu'on ait des journées de travail plus longues, donc plus de fatigue, qu'il y ait une intensité plus forte de la charge de travail, qu'il faille prioriser aussi les tâches à accomplir, ce qui est plus compliqué dans l'organisation individuelle du travail aussi. Il y a l'impact sur les primes et les heures supplémentaires et les primes accessoires. Et il y a l'impact sur l'organisation personnelle. Si on a des journées plus longues, comment cela peut avoir un impact sur la gestion de récupérer les enfants à l'école après le travail, si on est proche aidant également, ou également si ça peut avoir un impact si on a un cumul d'emplois, donc pour s'organiser avec son autre emploi. Donc on voit bien là en tout cas que la semaine de 4 jours, selon les modalités, les impacts ne sont pas tout à fait les mêmes, mais surtout, on voit que la mise en place et la réflexion sur la mise en place d'une semaine de 4 jours ou en 4 jours nécessite une véritable mesure, une évaluation en amont des risques en matière, notamment pour prévenir les risques sur en particulier la santé au travail, puisque sans cela, cela peut produire les effets inverses et avoir un impact négatif sur les performances et la rentabilité de l'entreprise notamment, et surtout sur la santé des salariés, sachant que pour l'entreprise, les gains attendus de la semaine de 4 jours, ça peut plutôt se traduire par une augmentation de l'absentéisme, des RSPS, l'augmentation du turnover, et puis il y a aussi un aspect qu'on verra plus tard, c'est les risques juridiques liés au temps de travail, et sur le contrôle de la durée de travail des salariés. En ce qui concerne, en tout cas, la semaine en 4 jours, on l'a vu, qui n'implique pas une réduction du temps de travail, mais qui est comment on travaille non, avec la même charge de travail, la même activité, en 4 jours, alors qu'on travaille actuellement 5 jours. Donc la semaine en 4 jours, est-ce que au final, on l'a vu avec les risques qu'on a pointés, est-ce qu'elle permet de garantir l'attractivité, la performance qu'attend l'entreprise et surtout la qualité de vie des conditions de travail des salariés? Est-ce que c'est la bonne entrée en fait? Parce que si on regarde l'évolution depuis les années 70 du nombre d'heures travaillées et en parallèle de l'évolution de la productivité, on voit bien que la tendance et l'évolution, c'est depuis plus de 40 ans, depuis 50 ans, elle est que le nombre d'heures travaillées se réduit, sachant tout en ayant une augmentation assez phénoménale d'ailleurs de la productivité en parallèle. Donc la tendance, on est plutôt à travailler moins, à réduire la durée des heures travaillées. Donc travailler 4 jours sans réduire le temps de travail en compressant le temps et vient percuter un peu cette évolution et ces tendances traditionnelles, entre guillemets, d'évolution. La logique veut qu'on travaille moins. Et cette logique-là, n'est-elle pas renforcée par le développement des nouvelles technologies et en particulier, on en parle souvent, de l'intelligence artificielle, de la robotisation, de la digitalisation. Est-ce la logique ne veut pas qu'on aille, la question se pose de réduire encore le temps de travail, sachant que la productivité jusqu'alors était en hausse et permet de poser le débat. Et puis, il y a autre chose, c'est que les études le montrent, l'OCDE le montre, c'est que plus la durée journalière sur une journée, la durée journalière est importante, plus une personne travaille longtemps en une journée, plus sa productivité diminue. Sans compter qu'une durée journalière importante peut nuire à la santé, et puis avec les conséquences que cela peut avoir sur la sécurité et le stress au travail. Donc, on voit bien que quand on parle de la semaine en 4 jours, c'est toutes ces problématiques-là qui sont impactées et
la question de savoir est-ce que c'est pas une fausse bonne idée. Voilà, la question est posée. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que on voit bien que pour la mise en place pour mettre en place la semaine de 4 jours, il est clair que cela doit se baser sur les spécificités de l'activité des entreprises, puisque la réalité aujourd'hui en matière d'organisation du travail est très diverse, que ce soit par catégorie socio-professionnelle, entre les cadres, les ouvriers, on voit bien que les modalités d'organisation du travail sont très différentes, mais également en fonction des secteurs, la problématique de l'organisation du travail n'est absolument pas la même entre le secteur des services, du commerce, le secteur de la santé par exemple, ou le secteur industriel, où les gens sont en travail posté. Donc forcément, ça appelle à se pencher sur l'organisation du travail de l'entreprise. Donc, c'est pas probablement pas une loi qui permettra cela, mais plutôt une négociation, et que ce soit au plus près des réalités aussi et des attentes des salariés. Je laisse la parole à Karen, sachant que j'ai été très longue. Alors, on va poursuivre sur comment appréhender cette semaine de 4 jours au sein des organisations et des entreprises avec le champ d'action des instances représentatives du personnel. Donc, quel cadre juridique? Alors, aujourd'hui, en France, globalement, tout ce qui touche à l'organisation et la durée du travail, aujourd'hui, est issu la plupart du temps d'accords d'entreprise qui ont été négociés entre les organisations syndicales et les employeurs. Donc, évidemment, peut-être la première chose à faire lorsque on va entrer en discussion et en négociation sur la semaine de 4 jours et plus globalement sur le temps et l'organisation du travail, c'est regarder son accord temps de travail et ses dispositions. Également, vérifier en amont si, en fonction de son activité, de sa branche d'activité, il n'y a pas un décret professionnel qui existe, puisque dans certaines branches d'activité, alors je pense par exemple à la fonction publique hospitalière ou encore les sapeurs-pompiers, qui sont des professions un peu spécifiques et qui ont des décrets professionnels qui s'appliquent à eux en matière de durée et de temps de travail. Et puis bien évidemment, ce qu'il va falloir regarder, c'est les dispositions qui sont présentes dans votre convention collective. Alors, juste pour un petit rappel, si on remonte à quelques temps et aux ordonnances Macron de 2017, lors de ces ordonnances, on est venu revoir le droit à la négociation collective en y instaurant 3 blocs de négociation. Globalement, tout ce qui touche à la durée du travail et à l'organisation du travail fait partie du bloc 1, c'est-à-dire que les accords d'entreprise ne pourront pas moins bien faire que l'accord de branche. Il ne pourra y avoir dans l'accord d'entreprise que des dispositions plus favorables ou au moins équivalentes. Et puis dans le bloc 3, il y a tout ce qui n'est pas dans le bloc 1, c'est-à-dire la possibilité pour les accords d'entreprise de déroger aux accords de branche. Et là, par exemple, on peut citer le forfait jour qui rentre dans ce bloc 3 et qui permet donc aux entreprises et aux négociateurs de pouvoir évoquer le sujet du forfait jour en se déconnectant des dispositions qui sont prévues dans la convention collective. Comment va se mettre en place cette discussion et cette négociation de la semaine de 4 jours? Probablement dans les entreprises via la négociation avec les délégués syndicaux et à défaut, si nous n'avons pas de DS dans les entreprises, avec les membres du CSE. Alors, on peut que recommander que le comité social et économique soit étroitement associé à cette procédure. D'un point de vue légal, le CSE n'a pas à être informé et consulté en amont pour évoquer le fait qu'on rentre en processus de négociation. Il n'a pas non plus à être informé et consulté sur le projet d'accord qui pourrait être signé par les partenaires sociaux. Mais par contre, le CSE doit être informé et consulté sur toutes les questions qui intéressent l'organisation, la gestion et la marge générale de l'entreprise, notamment sur les conditions de travail des salariés. Alors,
Évidemment, il y a cet aspect légal où le CSE devrait être informé et consulté dans ce cadre, mais évidemment, les élus sont des membres de terrain qui sont au plus proches des salariés, qui vont permettre de pouvoir remonter les interrogations des salariés, leurs envies, et qui participent évidemment au dialogue social constructif dans l'entreprise. Alors, il faut savoir que dans l'absolu, l'employeur pourrait décider de manière unilatérale, après consultation du comité social et économique, de mettre en place cette semaine de 4 jours, mais uniquement dans le cas où on resterait sur une semaine de 4 jours avec les horaires qui existent dans l'entreprise. En effet, le Code du travail ne fixe pas de nombre de jours obligatoires à travailler dans la semaine. Il y a une durée du travail de 35 heures, on peut faire plus, on peut faire moins, il s'agit juste d'un seuil de déclenchement des heures supplémentaires, mais il y a toute la latitude pour l'employeur de pouvoir fixer un nombre de jours à travailler dans la semaine. Donc, l'employeur pourrait décider d'imposer aux salariés une semaine de 4 jours aux salariés. Alors, attention toutefois, puisqu'il y a des arrêts de cours de cassation sur le sujet qui disposent que si cette modification des horaires du travail, puisqu'on l'a compris, si on reste sur le même temps de travail, on va compresser les horaires de travail, on va travailler plus sur la journée. Si ça a des conséquences excessives sur la vie privée des salariés et que c'est incompatible avec leurs obligations familiales, dans ce cadre, on sera dans le cadre d'une modification du contrat de travail que le salarié sera en droit de pouvoir refuser. Alors, quelle articulation avec les autres dispositifs légaux? Donc, je viens de l'indiquer. Aujourd'hui, en France, la durée du travail est 35 heures. On peut faire plus, on peut faire moins. Le 35 heures étant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Il y a un certain nombre de règles à respecter, que ce soit en matière de temps de repos, d'amplitude ou de durée journalière du travail. Donc, les entreprises et les organisations syndicales auront tout le loisir de fixer librement, par la mise en place d'un accord, cette répartition et cette durée du travail dans le cadre de la semaine de 4 jours. Évidemment, le point crucial et le cœur de la négociation sera est-ce qu'on maintient la durée du travail ou est-ce qu'on diminue la durée du travail. Dans le cas d'une réduction du temps de travail, la question essentielle qui se posera est bien celle de la rémunération, évidemment, qui pourra se résoudre par l'augmentation du taux horaire. Mais à côté de ce salaire de base, d'autres questions pourront se poser, à l'instar de primes ou d'éléments accessoires. Il existe dans certaines entreprises, par exemple, des primes qui sont associées à un certain nombre de jours de présence. Donc, il pourrait y avoir aussi un impact. Tout ça sont des éléments qu'il faut prendre en compte au moment de la négociation d'un accord sur la semaine de 4 jours. Et puis, évidemment, la question des heures supplémentaires. Dans certaines entreprises, on fait régulièrement des heures supplémentaires. Or là, on comprend bien que si on reste sur un schéma de 35 heures, par exemple, eh ben, on va allonger la durée journalière. On va passer de 7 heures à 8h45 et on comprend bien que là, il va être plus difficile de faire des heures supplémentaires, hein, la limite journalière étant sauf exception à 10 heures. Il ne faudrait pas que la réalisation de ces heures supplémentaires se fasse sur ce fameux jour off qu'on a négocié. Alors, un grand sujet qui fera sans doute l'objet de futures jurisprudences sur le sujet, hein, c'est le cas du forfait jour. Alors, normalement, ça fait pas trop de débat concernant les cadres dirigeants sur la répartition et la durée du travail. Ils sont exclus des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail. Par contre, la question reste entière pour les salariés autonomes, cadres qui sont en forfait jour. Alors, Sextant a réalisé une petite étude sur un certain nombre d'accords, les accords que l'on trouve, comme vous le savez, sur legifrance.gouv.fr, et on a regardé ce qui était prévu dans les accords d'entreprise pour les salariés qui ont adopté la semaine de 4 jours pour les forfaits jours.
Alors globalement, on a vu 4 dispositifs. Le premier, une exclusion totale des salariés au forfait jour de cet accord sur la semaine 2 ou en 4 jours. Un autre dispositif, le maintien du forfait jour avec le même nombre de jours, mais avec des jours off. Dans d'autres accords, on a pu voir un forfait jour réduit. Donc, on est venu diminuer le forfait jour tel qu'il existait. Et enfin, d'autres entreprises ont, quant à elles, fait revenir leurs salariés au forfait jour en horaire, afin d'éviter tout risque lié au sujet des salariés au forfait jour. Une chose qui est sûre, c'est quand bien même nous aurions un accord collectif sur la semaine de 4 jours, s'il y a modification du forfait jour, il y aura nécessairement signature, enfin proposition et signature d'une convention individuelle de forfait jour pour les salariés concernés. Alors, une question qui va se poser est celle probablement de son articulation avec le télétravail ou d'autres modes hybrides qui ont pu être mis en place ou qui sont en place dans les entreprises via des accords ou des chartes qui ont pu être discutées. L'un des éléments, c'est évidemment si on vient moins dans son entreprise, eh ben, il y a moins de temps collectif. Ça peut venir se percuter avec les salariés qui sont en télétravail. Donc, probablement, lors de la négociation sur le sujet de la semaine de 4 jours, il faudra aussi revenir sur le sujet de télétravail, peut-être regarder le nombre de jours de télétravail et voir comment peut se faire la fixation peut-être d'un nombre de jours de présence afin de permettre à ce collectif de travail de pouvoir se rencontrer. Dans le cas où on a un accord collectif qui est signé donc entre les organisations syndicales représentatives et l'employeur, est-ce que en tant que salarié, je vais devoir signer un avenant à mon contrat de travail? Alors, pour les salariés à temps partiel, ça ne fait pas de doute parce que tous les salariés à temps partiel, normalement, ont leurs horaires de travail contractualisés. Donc, toute modification nécessite un avenant en contrat de travail et donc la signature et l'accord du salarié. Si les horaires ne sont pas contractualisés, ce qui est le cas globalement dans la plupart des contrats de travail qui sont en CDI à temps plein, on a une durée du travail mais rarement un planning et des jours fixés. Dans ce cas-là, il n'y aura pas besoin d'avenant au contrat de travail. Par contre, si nous avons des contrats de travail où les horaires de travail sont contractualisés, parce que peut-être qu'à l'embauche, cela faisait partie d'un élément déterminant, alors dans ce cas-là, il devra y avoir un avenant au contrat de travail. Alors, évidemment, les instances représentatives du personnel ont un rôle majeur en matière de temps de travail et de conditions de travail. Il va de soi qu'en amont de la mise en place de la semaine de 4 jours, il va falloir réaliser un diagnostic. Alors, pour cela, on peut que vous conseiller à la fois, évidemment, ce que vous faites d'aller sur le terrain, interroger vos collègues du travail, mais aussi vous faire aider par votre expert au comité social et économique qui peut intervenir dans le cadre de l'une des informations consultations récurrentes et qui jalonne votre année. Alors, l'aménagement du temps de travail nécessitera forcément en amont de faire un point sur le temps de travail applicable, qui, comment, quoi, de faire un point sur la charge de travail des salariés et puis d'avoir une bonne connaissance des orientations de l'entreprise. Alors, peut-être que la consultation sur la politique sociale sera probablement dans un mode ordinaire le temps de consultation privilégié, de pouvoir diagnostiquer et de pouvoir regarder l'ensemble des indicateurs liés au temps de travail. Vous savez, dans la base de données économiques et sociales et environnementales, on a un certain nombre d'items qui doivent être remplis, notamment en matière de durée du travail et d'organisation du travail. Enfin, pour peu que cette base de données économiques et sociales et environnementales soit remplie et qu'elle soit effectivement mise à place dans votre entreprise.
Mais il faut savoir que l'expert, lui, a accès à toutes les données de l'entreprise pour exercer sa mission. Donc, il pourra vous aider au travers de ces consultations à faire un diagnostic sur le temps de travail et l'aménagement du temps de travail tel qu'il existe dans l'entreprise. La négociation des accords se fera avec les délégués syndicaux ou à défaut les membres du CSE pour les entreprises où on n'aura pas de délégués syndicaux. Alors, le temps de travail fait partie des négociations annuelles obligatoires. Hein, tous les ans, sauf accord, on discute de la rémunération de partage de la valeur ajoutée et le temps de travail. Donc, ce sera a priori un moment privilégié pour discuter de ce sujet, mais rien n'empêche, comme vous le faites certainement sur un certain nombre de sujets, de dédier le sujet du temps de travail à une négociation spécifique. Cette négociation, bien entendu, pourra s'inspirer des travaux faits par votre expert et des remontées terrain des membres du comité social et économique. Alors, un diagnostic que vous allez faire de votre côté en partageant avec les salariés, en étudiant les documents, en étant aidé par votre expert. Et puis, ce diagnostic, évidemment, devra être partagé. Il paraît essentiel de notre point de vue de se poser en question préalable, mais pourquoi on souhaite changer notre organisation du travail? À quel objectif cela répond-il? Est-ce que c'est une demande de l'employeur pour attirer, pour fidéliser les salariés? Est-ce que c'est une demande des organisations syndicales? Est-ce que l'objectif, c'est le bien-être au travail, c'est de meilleures conditions de travail? En tout cas, il est important dès le début de se dire pourquoi on en arrive à négocier sur ce sujet. Évidemment, il faudra se poser la question des salariés éligibles et non éligibles et y associer des critères objectifs pour éviter ce sentiment d'inéquité. La modalité d'organisation du travail et la durée du travail qui vont de pair. Évidemment, la question cruciale, c'est est-ce que c'est 4 jours, est-ce qu'on fait 35 heures en 4 jours ou est-ce qu'on fait moins en 4 jours? Et la question qui devra se poser, c'est est-ce qu'on ferme l'entreprise une journée? Est-ce que c'est un jour off? Est-ce qu'on fait des roulements? Est-ce qu'il y a des plages flexibles? Est-ce qu'on travaille en binôme? Il y a quasiment autant de possibilités qu'il peut y avoir d'organisation du travail. Évidemment, la question de la rémunération en découlera et des primes et accessoires. L'impact sur la santé des salariés, Delphine l'a évoqué en première partie, évidemment en fonction de si on est en 4 jours, 35 heures ou moins de 35 heures, l'impact sur la charge de travail, la soutenabilité sera différente. Donc évidemment, ce sont des points fondamentaux à prendre en considération dès le départ et dont la phase test qui pourra être initiée permettra sans doute d'ajuster. Les conséquences pour l'entreprise, si par exemple on est sur une réduction du temps de travail, il y aura nécessairement une évaluation de la charge de travail. Est-ce qu'il faudra faire des recrutements? Est-ce qu'il faudra investir dans du matériel technologique pour plus de flexibilité et d'agilité dans l'entreprise? Donc ça, ce sont des éléments qui devront être discutés. Et enfin, comme je venais de l'indiquer par rapport au télétravail et au mode hybride, comment on maintient la cohésion lorsque on a moins de salariés en présence dans l'entreprise. Alors, en termes de process et de méthodologie, donc dans un premier temps, donc définir la notion et les besoins poursuivis, interroger les salariés pour connaître leurs besoins, leurs envies, enquêter sur les pratiques externes. Il peut être intéressant de voir ce que font soit les entreprises concurrentes, soit du même bassin d'emploi, surtout si on est une entreprise qui peut avoir du mal à recruter. Réaliser une étude interne de faisabilité d'impact, visualiser les risques, mais aussi tous les coûts qui peuvent y être associés. Construire un modèle adapté à l'entreprise. Cartographier les métiers pour repenser l'organisation. Il faudra évidemment repenser
et cartographier l'ensemble des métiers pour voir ceux qui peuvent être éligibles, ceux qui ne le sont pas, et faire fonctionner et permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, accompagner le changement culturel, expérimenter cette nouvelle organisation et s'adapter régulièrement par le biais d'un suivi continu. On recommande toujours, si accord il y a, de mettre en place une commission de suivi et un certain nombre d'indicateurs pour pouvoir effectivement suivre que les objectifs poursuivis sont bien remplis, et puis également de mettre un certain nombre d'indicateurs liés à la santé des salariés pour connaître l'impact de cette nouvelle organisation du travail. Nous avons réalisé une petite étude de différents accords d'entreprise disponibles donc sur Légifrance, une cinquantaine d'accords, tous secteurs confondus, même si dans nos recherches, il y en a un petit peu moins dans le secteur de la santé. Tout type d'effectifs d'entreprise. Donc, s'ils sont déposés sur Légifrance, c'est que ce sont soit des accords qui ont été signés par les délégués syndicaux, soit par les membres du CSE ratifiés. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de ces différents accords que nous avons analysés? Beaucoup d'entre eux prévoient une phase test amont. Effectivement, il nous paraît que c'est un bon élément pour permettre à l'entreprise de pouvoir s'ajuster en fonction des accords d'entreprise. Cette phase test était de 6 mois, voire 1 an. Concernant les autres thématiques qui étaient abordées dans les différents accords d'entreprise, donc il y a tout ce qui touche à la durée du travail et à son impact sur la rémunération, tout ce qui touche à l'organisation du travail, donc des horaires fixes, des horaires tournants, des roulements, des plages horaires, et puis l'interaction avec d'autres modes d'organisation, les modalités d'élaboration des plannings avec le cas, notamment dans le cas de roulement, avec prévoir les délais de prévenance, prévoir éventuellement les modalités d'interchangeabilité, comment on fait en période de congé, les personnes éligibles et les salariés exclus, et bien sûr traiter le cas des salariés à temps partiel et au forfait jour. Peut-être que les salariés qui étaient à temps partiel pourront, dans ce cas-là, revenir sur une base temps plein si l'horaire collectif de l'entreprise est diminué. Le process pour candidater, donc là, il nous semble qu'il faille plutôt envisager un volontariat réciproque avec une clause de réversibilité. Le suivi du temps de travail avec des systèmes d'alerte, des entretiens managers, un peu ce qu'on a pu voir peut-être dans le cadre de la négociation des forfaits jours. Les modalités de prévention des risques psychosociaux, il faudra adapter le DUERP, peut-être mobiliser les services de santé également pendant cette phase de transition. Également, ce qui est important, c'est de prévoir des indicateurs pour vérifier la réalisation des objectifs poursuivis. Le volet information des salariés devra également être envisagé. Il faut donner de la visibilité aux salariés sur les dispositifs existants via des flashs, via des fiches thématiques, via de l'intranet par exemple. Prévoir une commission de suivi qui peut-être pourra se réunir de manière assez régulière dans un premier temps et puis de manière plus espacée dans un second temps. Dans la lecture de ces accords, on a vu certains accords qui sont allés un peu plus loin avec des pistes un peu plus innovantes, je dirais. Par exemple, on a vu dans des accords la possibilité pour l'employeur de prendre en charge la cotisation pour une association humanitaire, faciliter le mécénat ou encore et avoir un objectif que ce jour off
servent aux salariés à avoir du temps libre pour se reposer, pour leur bien-être personnel, en insistant sur le fait qu'ils puissent assister à des formations ou à faire du yoga, par exemple, un accord que j'ai en tête. D'autres aussi ont prévu, alors de manière un petit peu plus rare quand même, des avantages supplémentaires pour encourager les salariés à rester motivés, tels que des primes ou des jours de congés supplémentaires. Alors, il faut savoir que pour la négociation d'un accord sur la semaine de 4 jours, vous avez la possibilité de préparer vos négociations avec votre expert au comité social et économique qui connaît généralement bien votre secteur d'activité et votre entreprise et qui pourra vous accompagner pendant tout ce processus de discussion. Enfin, juste pour terminer, puisqu'à côté de la semaine de 4 jours, il existe d'autres modalités d'organisation du temps de travail qui peut être réfléchie. Avant même de s'interroger sur la semaine de 4 jours, il convient plutôt s'interroger sur son organisation. Quelle est son organisation idoine? Est-ce que c'est la semaine de 4 jours ou est-ce que c'est une autre modalité d'organisation du travail? Alors, sans toutes les citer, quelques exemples, comme par exemple KPMG qui a mis en place la semaine de 4 jours parentale qui permet aux salariés par an de pouvoir partir pendant un certain temps moyennant un maintien de 80% de leur rémunération, je crois que c'est 6 mois. Ou encore Orange qui a mis en place le congé respiration et qui permet aux salariés sur une période d'1 an maximum de pouvoir toucher 70% de son salaire pour réfléchir à son évolution de carrière et professionnelle. Voilà, donc quelques exemples à côté de la semaine de 4 jours qui ont pu être mis en place dans d'autres entreprises. En tout cas, ce qu'on peut en dire, c'est que dans tous les cas, ces initiatives nécessitent d'interroger le collectif de travail, de bien écrire les règles du jeu pour éviter tout sentiment d'inéquité et de s'appuyer évidemment sur les personnes de terrain que sont les représentants du personnel pour que cette organisation idoine corresponde à la fois aux salariés et à l'entreprise. Voilà, donc j'en ai terminé sur les moyens d'action des instances représentatives du personnel. Je vais laisser la main à ma collègue Léa qui a pu suivre toutes vos questions via le chat et qui pourra peut-être nous faire un retour sur le sondage que nous avions initié. Bonjour à toutes et à tous. Merci Karen et Delphine pour cette présentation. Merci également à l'ensemble des répondants au sondage. Et avant de répondre aux différentes questions, quelques résultats au sondage. Donc, à la question « Votre entreprise souhaite-t-elle mettre en place la semaine de 4 jours ?» Donc, la majorité répond que non, 79%, mais il y a quand même 21% des répondants qui indiquent que oui. À la question en tant que salarié, aimeriez-vous bénéficier de cette modalité? 51% répondent que oui, peu importe la durée du travail. 40% répondent que oui, mais uniquement si la durée du temps de travail est inférieure à 35 heures sur 4 jours. Et 9% répondent que non. À la question si votre entreprise souhaite mettre en place cette modalité, quel est l'objectif principal? On a 31% des répondants qui indiquent que ce serait pour renforcer l'attractivité de l'entreprise, 17% qui indiquent que ce serait pour fidéliser les salariés, 15% qui précisent que ce serait dans le cadre de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, 14% pour augmenter le bien-être au travail, 12% pour faire baisser l'absentéisme, 5% pour augmenter la performance de l'entreprise et 6% pour d'autres raisons. Sur la question quelles sont vos craintes et réserves face à cette répartition du temps de travail,
La principale crainte serait l'amplitude journalière trop importante, puisque c'est la réponse de 39% des répondants. 18% indiquent que ce serait la gestion des plannings, 14% la problématique d'équité, 11% la continuité de l'activité, 7% la baisse de la cohésion d'équipe et 11% des réponses hautes. Concernant les différentes questions, alors on a une question d'Olivier Grandin qui précise que la fragilisation de la continuité pourrait peut-être être évitée si de l'embauche est effectuée. Karen et Delphine. C'est une question. Oui, effectivement, si la question en fait se pose, savoir si le passage à la semaine de 4 jours se traduit par des embauches en contrepartie. Là, c'est l'objet de la négociation. Effectivement, la continuité de service, selon l'organisation de la boîte, elle peut être maintenue effectivement par l'embauche ou de salariés qui compensent, qui assurent la continuité du service pendant l'absence des autres salariés. Effectivement, ça peut être une modalité, mais tout ça, ça dépend de l'activité de l'entreprise et puis de ce qui est mis en avant dans la mise en place de la semaine de 4 jours. Est-ce que on réduit le temps de travail et donc forcément ça implique d'assurer l'activité sur le jour manquant, ou est-ce qu'on est sur du travail de 5 jours en 4 jours? Voilà. Mais effectivement, la continuité de service peut être, dans la négociation, peut être compensée par des embauches, oui. Nous avons une question également de Frédéric Peignot qui demande quelles propositions les représentants du personnel peuvent faire pour sécuriser le dispositif de passage à la semaine en 4 jours afin de garantir les conditions de travail via des mesures SSCD. Je peux répondre en partie. Ouais. Karen l'a évoqué dans sa présentation, il y a la question du diagnostic préalable. Effectivement, la réflexion et la mise en place de la semaine de 4 jours, en amont, il faut vraiment prendre le temps de mesurer la charge de travail des équipes, l'organisation du travail, des activités des équipes concernées et puis de chaque poste, entre guillemets. Donc, ça demande vraiment de faire un diagnostic précis de la manière dont on fonctionne, du travail réel en particulier. Et c'est vrai que l'étape après qui semble intéressante, c'est de faire une expérimentation avant qui permet d'assurer une phase de test pour justement pointer ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins et justement de pouvoir adapter le fonctionnement et au regard de la mise en place de cette semaine de 4 jours. Après, bien évidemment, en aval, ce sera de mettre en place les indicateurs pour suivre les impacts que ça peut avoir sur effectivement la charge de travail, sur l'organisation du travail et surtout sur l'absentéisme, sur est-ce que ça produit ou pas une dégradation des conditions de travail. Et ça, c'est les indicateurs via ceux qui sont produits notamment et présentés au CSE ou à sa commission, CCT, qu'on peut suivre ça. La question de la modification, de l'adaptation de l'IERP, elle est posée également, et ça doit être fait. Mais en tout cas, c'est le diagnostic en amont et les phases de test sont effectivement cruciales. Alors, juste pour compléter, effectivement, cette phase test apparaît importante à mettre en place justement pour suivre ces indicateurs avec des points réguliers, que ce soit avec les groupes de travail qui auront pu être mis en place et également avec les représentants du personnel. On peut imaginer aussi également que par groupe de travail ou par service, on identifie les tâches et les projets qui doivent être achevés chaque semaine et vérifier si les salariés ont eu le temps de les accomplir ou pas et pour quelles raisons.
on pourra également s'associer du médecin du travail s'il est présent dans votre entreprise et s'il vient régulièrement, il peut être d'un appui également important dans le cadre du suivi au moment de la mise en place de cette phase amont. Mais c'est clair que bien discuter et bien être au clair en amont, et ça avec l'employeur, savoir quel est l'objectif, qu'est-ce qui est recherché via la mise en place de ces semaines de 4 jours, est quand même déterminante. Est-ce que c'est rajouter, est-ce que c'est simplement avoir une démarche innovante et puis développer, améliorer la qualité de vie au travail des salariés et être plus attractif sur le marché de l'emploi, ou est-ce qu'il y a derrière cela, par contre, ça peut être une recherche de gains de productivité, sachant qu'il ne faut pas oublier que dans la mise en œuvre, les risques qui sont pointés parfois, c'est que on peut améliorer le fonctionnement, on peut réduire les temps perdus dans le cadre de son travail, on peut être plus efficace dans son travail, mais à un moment donné, réduire les temps les zones où on n'est pas, en gros, chercher à réduire, excusez-moi, tous les temps jugés inutiles à un moment donné, c'est le risque aussi on oublie souvent que les temps de coordination, les temps d'échange, même informels, participent de la productivité et de l'efficacité, de la performance de l'entreprise, en cherchant parfois à réduire et à normer au maximum l'activité et le temps d'activité. On se prive de ces temps de coordination qui permettent à la structure, à l'organisation de fonctionner de manière huilée, quoi. Et avec les risques que ça génère sur les conditions de travail aussi. J'espère que j'ai été claire. Ces temps-là ont déjà été réduits au moment du passage aux 35 heures. Nous avons une question de Valérie Lamour-Mélé qui demande si le salarié qui refuse la mise en place par l'employeur de ce mode d'organisation risque quelque chose, qu'il risque le licenciement. Ça dépendra des cas. Si un accord collectif est signé, qu'il n'y a pas les horaires dans son contrat de travail, il ne pourra pas refuser, sauf à évoquer des raisons impérieuses et des obligations personnelles et familiales lui ne permettant pas de pouvoir les exécuter. À ce moment-là, le juge pourrait éventuellement décider qu'il s'agit d'une modification du contrat de travail et à ce moment-là, le salarié serait en droit de refuser. Raphaël Danjou demande vaut-il mieux consulter le CSE avant ou après la négociation des accords de temps de travail? Alors, le CSE va être informé et consulté au titre de la marche générale et de l'impact de cet accord sur les conditions de travail. Néanmoins, nous, ce qu'on préconise, c'est que le CSE soit dès le début mis dans la boucle de ces discussions, puisque c'est lui qui a cette information de manière régulière en réunion, donc il est complètement partie prenante du sujet. Donc, je dirais, dès le début, il faut inclure, de notre point de vue, le CSE. Carole Gier demande quel est le profil type d'entreprise qui passe à la semaine 2 ou en 4 jours et si on a une idée du nombre d'accords qui ont été signés pour les semaines en 4 jours et de 4 jours. Alors, non, on n'a pas une idée précise du nombre d'accords signés aujourd'hui sur la semaine de 4 jours et la semaine en 4 jours.
j'allais dire, dans ce que j'ai pu lire et qui est loin d'être exhaustif, ça fera partie d'une prochaine étude que fera Sextant sur le second semestre. Il n'y a pas de profil type d'entreprise. Il y a beaucoup de services et d'industries quand même, de toutes tailles différentes. Mais par contre, vous pouvez, par exemple, il y a Lidl, il y a CDLC qui est dans l'informatique. Il y a pas mal de SS2I avec des structures, avec des petits, peu de salariés. Donc non, pas d'entreprise type dans ce que j'ai pu lire, excepté tout ce qui tourne autour de la santé, où j'ai vu très peu d'accords dans la base de Légifrance. Olivier Grandin, de ce que j'ai pu lire, si je peux compléter. Alors, j'ai lu autant quasiment d'accords qui vont sur une réduction du temps de travail et qui maintiennent le temps de travail, mais je n'ai pas vu d'accords qui réduisent la rémunération lorsqu'on a un accord qui diminue le temps de travail. Olivier Grandin demande si le développement de l'IA peut accélérer la mise en place du modèle en 4 jours. Mais oui, Delphine l'a évoqué. On a même quelques études sur le sujet, dont un rapport britannique qui nous dit qu'en 2030, nous pourrions travailler tous 4 jours pour un même salaire. Il est évident que l'intelligence artificielle aura un impact. Aujourd'hui, il est difficile de savoir lequel et comment. Mais on a pu le voir, l'automatisation, la digitalisation a eu un impact sur la productivité. Ça en aura un. Dans quel ordre de grandeur, ça, aujourd'hui, on ne sait pas. Christophe Comter, excusez-moi si je prononce mal les noms, demande s'il peut-il y avoir qu'une seule partie de l'entreprise concernée par ce dispositif? J'ai pas entendu dire, pardon. Peut-il y avoir qu'une seule partie de l'entreprise concernée par ce dispositif? Oui, on peut parfaitement imaginer que certains services, certaines directions, certaines catégories puissent être éligibles. J'allais dire, faisons attention quand même au sentiment d'inéquité. On a pu le connaître pendant le Covid, par exemple, où un certain nombre de salariés n'ont pas pu télétravailler. Donc, il faudra faire attention et peut-être être un petit peu imaginatif pour voir quel type d'organisation ou quel type de compensation on pourrait mettre en place pour ces salariés non éligibles à la semaine de 4 jours. Yvan Sandre demande si est-ce que les allègements de cotisation sont toujours d'actualité pour les semaines de 32 heures sur 4 jours? Non. Effectivement, c'était sous l'empire de la loi Robin en 1996 qui a été abrogée. Aujourd'hui, on n'a pas de loi. On a une proposition de loi fin 2023 du Sénat pour une semaine de 4 jours. Ça n'a pas été suivi, ça n'a pas été repris par l'Assemblée nationale, donc plus de projet de loi aujourd'hui. Donc, il n'y a pas aujourd'hui, en tout cas, la possibilité de passer à 4 jours avec un allègement de cotisation. Sébastien Bartoni demande, est-ce que vous avez des exemples d'entreprises de conseil qui ont mis en place la semaine de 4 jours, là où le chiffre d'affaires est très directement lié au nombre de jours facturés chez les clients? Oui, alors dans le panel, on a quelques entreprises, je ne pourrais pas vous les citer maintenant, mais vous avez raison, il va falloir avoir un éventail plus large d'entreprises qui y sont passées, mais surtout avoir des indicateurs économiques. Je pense que si vous êtes intéressé sur la semaine de 4 jours, on a pu voir passer bon nombre d'interviews du dirigeant de LDLC qui dit avoir gagné 40% de productivité
en étant passé à la semaine de 4 jours, en diminuant le temps de travail. Évidemment, c'est un élément important, mais aujourd'hui, on ne sait pas comment ce ratio est calculé, mais il faudra évidemment regarder les indicateurs économiques. Mais c'est vrai que le fait que souvent les cabinets soient au forfait jour, en fait, rend comment dire, la notion de semaine de 4 jours peut-être moins valorisable, entre guillemets, dans les entreprises de conseil, puisqu'on est au forfait jour et que, voilà, effectivement, on facture chez le client au forfait jour dans ces entreprises, mais voilà, c'est peut-être moins vendeur ou mobilisable dans une entreprise de conseil. Raphaël Danjou demande pourrait-il y avoir un accord signé entre les IRP et la direction, mais que cela suppose une validation signature contractuelle in fine par le salarié qui ne se retrouve pas dans la nouvelle gestion du temps? Ça, c'est pour toi, Karen. Donc, on aura un accord avec le CSE en absence de délégué syndical, j'imagine. Oui. Et donc, la question, est-ce qu'on pourrait prévoir dans cet accord le fait que ça s'applique que si les salariés sont d'accord et signent un avenant au contrat de travail, c'est ça? Oui. Après, ça peut être, le dispositif peut être ouvert au volontariat aussi. Et pour que justement les salariés qui ne sont pas intéressés, en fait, ne soient pas contraints de le faire. La question qui est posée, Karen, c'était de savoir si on peut prévoir dans l'accord que cela suppose une validation. En gros, est-ce que malgré un accord, un salarié n'est pas contraint de signer son contrat de travail, de signer un avenant à son contrat de travail? En gros, est-ce qu'il peut refuser, même si c'est un accord collectif? Alors, il peut refuser. Le risque, s'il ne se présente pas aux horaires de travail tels que mentionnés de l'accord collectif, il y a un risque de sanction disciplinaire pouvant aller au licenciement. Par contre, si c'est incompatible avec son organisation personnelle, il pourrait aller voir le juge et demander à ce moment-là que cela constitue une modification du contrat de travail qu'il est en droit de refuser. Fort est à parier que si c'est ce motif-là, le juge pourrait lui donner raison. Et dans ce cadre-là, ça ne lui serait pas imposé. Patrick Anglais demande sur la slide 8, le graphe de l'évolution de la productivité mesure comment est-elle dissociée de la valeur de la monnaie qui subit naturellement une variation? Est-ce en monnaie dite constante ou neutre d'inflation? On va revenir sur... L'ensemble du rapport sera envoyé. Également, on vous enverra un format 4 pages qui résume toute la présentation avec l'ensemble des sources, les arrêts de cour de cassation qui ont pu être cités. Voilà, il y aura toutes les informations également. Karen, je t'ai coupé. Non, oui. Exactement ce que tu disais, Léa, c'est que ce graphique reprend des données de l'OCDE et que toutes les définitions que vous voyez là, vous les aurez en annexe pour savoir quels sont les indicateurs qu'on a pris en compte pour faire ce graphique. C'est un peu fastidieux, donc je vais pas vous lire les définitions, mais vous les retrouverez dans le support. Bien, je crois qu'on a fait le tour des questions.
Eh bien, merci beaucoup, merci Karen, merci Delphine. Merci Léa et puis à vous tous de votre participation à ce webinaire. Il y avait quand même pas mal de questions, des questions techniques. Évidemment, c'est une première approche. On n'avait pas encore, nous, parlé de ce sujet, donc c'était aussi une première de notre côté. Léa le disait, on vous envoie évidemment la présentation plus le petit 4 pages cet après-midi. En réponse au mail qu'on vous envoie éventuellement, si vous aviez d'autres questions ou besoin d'en savoir plus sur nos expertises, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et puis, à moi de vous souhaiter une bonne après-midi. Je remercie aussi Bénédicte Marie, qui n'est pas apparente là dans le webinaire, mais qui est à mes côtés toujours pour ces webinaires. Et sans elle, ça serait plus compliqué parfois. Et puis, Karen, Delphine, si vous aviez peut-être d'ultimes recommandations, je vous laisse le mot de la fin. Bonne journée à tout le monde. Écoutez, en espérant qu'en tout cas que la réflexion sur la semaine de 4 jours se fera de manière, en tout cas, de prendre le temps, bien regarder les impacts que ça a sur l'organisation et surtout s'appuyer sur les attentes et les besoins des salariés. En tout cas, bien veiller, être vigilant sur les impacts sur les conditions de travail. Voilà, c'est le message à faire passer. Et puis ça, s'agissant d'un sujet quand même très technique, hein, le temps de travail, on peut que vous dire de vous faire aider, accompagner, que ce soit par des experts ou autres, mais en tout cas de bien poser le diagnostic, de vous faire aider afin qu'effectivement ce soit un modèle qui convienne à tous, à la fois côté employeur et côté salarié. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.